cet imaginaire, tout le monde qu'on va attaquer dans cette prochaine heure, notamment avec nos invités Edwy Plenel et Sylvie Glissant. On peut Mais lancer. le titre était déjà assez important, c'était Résistons à la pensée de l'Apocalypse. Et je me suis dit que quand j'ai repensé à ce texte, avec le contexte évidemment actuel, je pensais que c'était peut-être intéressant de vous le lire. Alors, pardonnez-moi, j'ai une voix terrible aujourd'hui. Je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà. Alors, si vous voulez, avant de continuer, je voulais quand même vous lire ces extraits-là. J'ai choisi trois extraits. Euh, voilà. L'air, l'air est bouleversé de nouvelles qui n'en sont pas. Chacun de nous les a devinées avant même qu'elles nous arrivent. Nous avons ainsi acquis une qualité de préscience tramée dans la mécanique de l'information. La relation des événements finit par précéder les faits eux-mêmes, ou plutôt, ou plutôt c'est elle qui leur donne corps. Le fait divers, le plus ponctuel, est ici aussi important que l'événement le plus spectaculaire. Nous vivons tous désormais dans des lieux communs, dont je devine que ce sont les lieux où les pensées du monde rencontrent des pensées du monde. Il n'y a pas pour nous de petits théâtres, et tous ces lieux sont primordiaux. Autre point commun. Euh, nous nous habituons sans le savoir à ce flot continu, de plus en plus placide, comme insensibilisé devant la répétition de ces chants de dévastation, de ces morts qu'on ne compte plus, et qu'à la vérité, on tâche de cacher, de ces cris impuissants. C'est comme si, dans le monde, il n'y avait plus que trois sortes de gens, ceux qui décident, ceux qui souffrent, ceux qui regardent. Ceux qui souffrent, ce sont ceux qui ignorent le plus souvent. Ce sont ceux qu'on ignore, pardon. Ceux qui souffrent ce sont ceux qu'on ignore le plus souvent, c'est-à-dire dont on ne tient pas compte. Ils sont subrepticement disparus dans les statistiques et les vues générales. Et quand ils sont là sous nos yeux, sous nos yeux, à nous autres regardants, alors même qu'ils sont, excusez-moi, alors même qu'ils sont là, sous, sous nos yeux, nous autres regardants. Mais nous partageons aussi un avantage, si vous pouvez ainsi dire, c'est que peu à peu, nous commençons de considérer, de ressentir, de ressentir que ces situations des peuples sont inextricables les unes des autres, ou que le devenir de chaque personne ne se décide plus si individualiste et soucieux de liberté de soi que nous soyons, en dehors d'une dynamique échevelée du tout-monde, d'une haute pensée du monde, que j'appellerais non pas mondialisation, c'en est le contraire, mais mondialité. C'est l'ordre des ordres, de l'inextricable. Regardons alentour, la terre tremble de partout, les volcans s'éventrent, les inondations nivellent les pays, les tornades déracinent les bourgs. Les épidémies sont inarrêtables. La température flambe. L'eau s'épuise et se pollue. Les famines fauchent des communautés sans recours. Et tout cela est le plus souvent la conséquence de l'œuvre de l'homme. Résistons à la pensée de l'Apocalypse. La mondialité, c'est l'aventure sans précédent qui nous est donnée à tous aujourd'hui de vivre dans un monde qui, pour la première fois, réellement et de manière foudroyante, se conçoit à la fois unique, multiple et inextricable. C'est la nécessité pour chacun d'avoir à changer ses manières de concevoir, d'exister
et de réagir dans ce monde-là. L'envers désastreux en est la mondialisation, l'uniformisation par le bas, la standardisation, le règne secret est tellement évident des multinationales, le libéralisme sauvage sur les marchés mondiaux, les saveurs particulières noyées dans la froide asepsie du règlement universel. Discerner ainsi, ce n'est pas se réfugier dans une confusion et une globalité rassurante, c'est vouloir apprendre à penser, à agir dans cet inextricable du monde sans le réduire à nos propres pulsions ou intérêts individuels ou collectifs, et surtout à nos propres systèmes de pensée. Cela est difficile. Depuis des millénaires, des humanités avaient été formées à tout le contraire. Clan, ici le clan, ici le clocher, là le totem nation, la seule vérité qui est la mienne, la seule identité acceptable qui est la mienne. Il nous faut certainement maintenant une pensée du tremblement. Euh, il n'y a pourtant pas d'autre voie possible, aucune solution au problème du monde, c'est-à-dire au problème des peuples, à leurs problèmes de simple survie, à leurs problèmes de relation entre eux, ne sera durable, ou du moins profitable un temps, sans cette énorme insurrection de l'imaginaire qui portera enfin des humanités à se vouloir et à se créer en dehors de toute injonction morale, ce qu'elles sont en réalité, un changement qui ne finit pas, dans une pérennité qui ne se fige pas. Il ajoutait, je peux changer en échangeant avec l'autre, sans me perdre pourtant, ni me dénaturer. Imaginez, alors, euh, voilà, fin de citation. Incroyable. Donc, puisque nous faisons ce bilan de 25 ans, on peut dire au milieu de ces 25 ans, écrit un texte qui dit ce qu'aujourd'hui nous Ouais, vivons. exactement. Voilà, je pensais que c'était une sorte de pierre qui était posée là et qui pour nous serait assez intéressante, peut-être de- ouais, d'entendre vibrer, disons, ouais, avec tout ce qu'elle Oui. porte. Je le trouve extrêmement important parce que il y a aussi dans cette diversité des expériences ceux qui vivent en permanence des drames et dans la dramatisation des événements, on nourrit parfois aussi les narratifs sur lesquels on veut se mettre en opposition. Et ce que j'entends aussi, c'est vraiment cette orientation de comprendre et analyser de quelle narration on fait part et vers où on veut s'orienter pour renforcer précisément cette interrelationnel qui pas dans cette libéralisme sauvage, etc., qui semble être global, mais qui est global dans une exclusion totale d'une grande partie des membres d'habitants de la Terre. Euh, et, euh, et ce que j'entends, qu'est-ce que on nourrit, quelle pensée on nourrit. Et ça, pour moi, ça fait, c'est très important d'entendre ça et de faire la différenciation dans cette ouverture. Je, je, je crois que, en fait, vous savez, euh, euh, il avait aussi écrit quand je pense au tout monde, qu'est-ce que c'est que le titre de notre séance, c'est tout monde, quel imaginaire, euh, la notion même de tout monde. Je pense que euh, pour lui, ça a été le titre d'un de ses livres,
il a écrit un livre qui s'appelait Une nouvelle région du monde, dans laquelle nous entrons tous en même temps. C'est-à-dire que nous créons ensemble, finalement. Et nous entrons tous en même temps. Et cette nouvelle région du monde, ce nouveau lieu commun que nous allons, que nous devons habiter ensemble finalement, parce que on voit bien que il n'est plus possible d'habiter nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, on efface régulièrement les lieux d'habitation, avec les peuples, on s'arrange pour enfin, éliminer, comment dire, effacer en tout cas, euh, les, les sols, et donc pour qu'il n'y ait plus d'autres habitations possibles que celles qu'on propose. Et je pensais que, vous savez, Édouard avait cet imaginaire de la notion de tout monde, une région du monde. C'est aussi lié à cette idée de l'identité-relation. L'identité rhizome, comme on l'a vu, là, c'est pas l'identité racine, vous voyez, réduite à sa propre identité exclusive de l'autre. Et, et donc, en fait, on a souvent évoqué voilà, l'histoire pas l'histoire, on a souvent donné une image qui est celle de la mangrove, euh, parce que qui est le lieu même, si vous voulez, de Bien. Du lien et des rhizomes. Hein. comment? Des rhizomes et des liens. Voilà, mais ça, Alors, nous interrompons Sylvie pour reprendre Edwy Plenel autour de cette discussion autour du ton monde. Je crois qu'en effet, l'article qui a été lu par Sylvie est d'une actualité incroyable sur notre manière de réagir à l'apocalypse et manière je dirais, de dépasser cette question de la peur peut-être et de la réaction à tous ces éléments. Alors, je pense que on a un tout petit peu parlé en introduction de notre colloque, nos 24 heures, sur cette presque opposition entre globalisation et ce tout monde. D'un côté, un monde concurrentiel, un monde, et d'autre côté, un travail sur l'acceptation de la différence, des différences et du vivre ensemble. Edwy, tu es ici à nouveau. Je ne sais pas si tu as entendu l'interview de Sylvie. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah, très bien, super, d'accord, très bien, d'accord, très bien. d'accord. Alors peut-être que déjà tu peux. Elle était enregistrée avant, Sylvie. Oui, tout à Oui, parce que comme fait. elle était malade, elle a fait avant l'année. Je comprends et on lui souhaite une bonne santé. Oui, tout Voilà, à fait. c'est ça. Ouais. Mais peut-être que tu peux réagir un peu à ce texte qu'a écrit Édouard Glissant en 2008 et sur cette notion comment ne pas tomber dans l'apocalyptisme et comment, malgré ces nouvelles permanentes qui ne peuvent que oui, nous empêcher d'avancer, arriver malgré tout à poursuivre. Je pense. Bonsoir à toutes et tous et merci Bonsoir, pour Eddy. l'invitation. Je pense que la force de l'imaginaire porté par Glissant, l'imaginaire glissantien, il faut en faire un adjectif, cet imaginaire du tout-monde, cet imaginaire de la relation, cet imaginaire du tremblement, cet imaginaire de l'opacité, cet imaginaire au fond du refus des identités closes, des identités fermées,
cette compréhension qu'on ne se découvre soi-même qu'en allant vers l'autre, la force de cet imaginaire naît de la conscience de la barbarie au cœur de la civilisation. Édouard le disait avec humour en parlant du retour à l'envoyeur. Vous m'avez déporté, j'ai traversé l'Atlantique, et c'est son grand poème Les Indes. Et je reviens. Mais je reviens avec la conscience de la catastrophe. Avec, il le disait dans Soleil de la conscience, le regard du fils et la vision de l'étranger. Je suis à la fois l'enfant de cette catastrophe, elle m'a produit, elle m'a enfanté, et en même temps, elle m'oblige à vous demander des comptes, elle m'oblige à regarder tout cela. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme toute œuvre prophétique, ce qui menace l'œuvre d'Édouard, c'est de la prendre comme une sorte de prêt-à-penser commode et d'oublier l'inquiétude qui l'anime. Le texte lu par Sylvie est de 2008. Un an avant, Édouard, en le coécrivant avec Patrick Chamoiseau, faisait ce texte à l'attention de la dérive française, mais c'est une dérive mondiale, quand la France a institué, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. En posant, c'était il y a donc 20 ans de cela, en posant, non 2007, pas tout à fait 20 ans, mais cela revient à ça, 17 ans donc, en posant cet acte qui est que la relation à l'autre, c'est la menace de mon identité. Tout cela est autour de nous de manière barbare, violente, terrifiante aujourd'hui. Et dans ce texte, Édouard écrivait ceci avec Patrick Chamoiseau, dans ce texte qui s'intitulait « Quand les murs tombent » contre ce ministère mur, le ministère de l'identité nationale. Et Dieu sait si ces nécroses identitaires sont partout aujourd'hui. Et il disait ceci, « Le temps viendra où le désir de dominer, de dicter sa loi, de bâtir son empire, la fierté d'être le plus fort, l'orgueil de détenir la vérité, seront considérés comme un des signes les plus sûrs de la barbarie à l'œuvre dans l'histoire des humanités. » Nous y sommes de nouveau. Notre rencontre dans ces 24 heures est dans un moment très particulier qu'on ne peut pas passer comme ça, comme une anecdote. Nous devons affronter la certitude du pire, non plus la possibilité du pire. Il nous faut être comme Walter Benjamin. Il nous faut sortir de l'idée que l'histoire est écrite, que le progrès est là, que un jour tout ça viendra. Non. Comme disait Benjamin, la catastrophe, c'est que tout continue comme avant. Et tout continue comme avant de la pire des manières. Qu'est-ce que nous avons sous les yeux dans ce rendez-vous qui est le nôtre? Nous avons depuis un an, et aujourd'hui c'est officiellement documenté, c'est juridiquement établi. Nous avons pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, au vu et au su de tout le monde, une guerre d'extermination, d'annihilation, dont les qualificatifs juridiques sont crimes contre l'humanité, crimes génocidaires, crimes de guerre, au nom de la civilisation, au nom d'une civilisation dont se revendiquent nos pays qui soutiennent les dirigeants de l'État d'Israël actuel qui mène cette guerre. C'est une première. Quand la France torturait en Algérie, elle le cachait et elle ne revendiquait pas sa civilisation au nom de ces crimes coloniaux. Il y a eu toutes sortes de crimes au Soudan, il y a eu un génocide au Rwanda, il y a eu un génocide évidemment au Cambodge, mais il n'y avait pas cette idée que nous commettions ces crimes au nom, comme le dit M. Netanyahou, de la civilisation judéo-chrétienne.
Nous sommes devant un renversement terrible qu'il nous faut regarder en face. Un crime immense, incommensurable, imprescriptible est commis contre les Palestiniens en se revendiquant du crime précédent, du crime qui nous a fait prendre conscience d'une humanité commune, qui nous a amenés à construire les concepts juridiques de crime contre l'humanité et de crime de génocide, qui nous a amenés à proclamer en 1948 la Déclaration universelle des droits humains, à se dire qu'on ne pouvait pas faire confiance aveuglément à une nation, à un État, à un peuple, quel que soit leur degré de civilisation, car ils pouvaient devenir barbares, ils pouvaient oublier leur propre humanité, quel que soit leur degré de culture. C'est bien ça la leçon de la catastrophe européenne. Et là, nous sommes face à cela. Et au moment où nous sommes face à cette sauvagerie politique à la face du monde, avec tous les ressentiments que cela peut créer et qui ne sont aucunement forcément sympathiques, nous avons au cœur de la puissance militaire mondiale, la puissance financière, monétaire et une des puissances économiques en rivalité avec la Chine, l'élection, et il faut se le dire clairement, d'une présidence fasciste. Le fascisme a d'autres visages nouveaux, comme l'a très bien raconté Paxton. Le fascisme n'a pas forcément un uniforme brun ou noir. Le fascisme, il a quoi comme fondement? Le refus de l'égalité des droits, la défense de la hiérarchie des origines, des apparences, des croyances, des sexes, des genres, le refus de ce qui nous fonde, même si nous l'avons piétiné. Quand la France proclame la Déclaration des droits de l'homme, elle est esclavagiste. Mais le fait qu'elle l'ait proclamée fera que des gens s'empareront de cet idéal, et où ça? En Haïti, pour faire la révolution formidable haïtienne contre l'esclavage. Toussaint Louverture est un général de la Révolution française d'abord. Donc il prend cet idéal pour renverser l'imposture et l'inégalité. L'égalité des droits est une promesse, est un horizon, c'est le moteur de l'émancipation. Nous l'avons sous les yeux dans tous nos pays aujourd'hui avec MeToo, avec le renversement presque anthropologique de la cause des femmes sur les violences sexistes et sexuelles, des millénaires de prédation, d'appropriation du genre auquel j'appartiens. Et nous avons cette mise en cause qui prouve ce mouvement infini de l'émancipation. Nous l'avons sur le droit de la nature, sur le fait que nous ne pouvons pas, au nom de notre gros cerveau très puissant, avoir tous les droits sur le vivant au point de le détruire et au point de menacer le vivant du tout monde, et y compris notre propre espèce. Donc, ce que je voulais dire dans ce propos sur quel imaginaire, nous sommes dans un moment évidemment tragique, mais la tragédie, ce n'est pas le malheur. La tragédie, c'est aussi, dans la tradition grecque, c'est aussi comprendre qu'il faut donner un grand coup de pied au malheur, qu'il faut se secouer, qu'il ne faut pas être dans la complaisance vis-à-vis du malheur. La conscience du tragique n'est pas la lamentation. La conscience du tragique, c'est au contraire l'appel au sursaut. Et en l'occurrence, je pense que nous sommes dans un moment qui appelle un sursaut. Alors l'imaginaire, nous le connaissons, c'est l'imaginaire de l'égalité radicale, de l'égalité prise en son principe. C'est d'ailleurs la deuxième peine, je dirais, celle après avoir compris qu'une majorité d'Américains qui tous ne pensent pas que la Terre est plate, mais certains d'entre eux aient voté Trump, c'est quand même la manière dont c'est perçu en France. La manière dont
la non-réaction et l'acceptation de ce fait. Nous sommes très rares à dire c'est la victoire du fascisme. Nous sommes très rares à donner des noms, à montrer l'insupportable de cette chose-là. Actuellement, on est déjà dans une sorte d'acceptance. Si on regarde un peu pas Mediapart, mais je dirais la majorité des journaux et de la presse, on est déjà de nouveau dans une sorte d'acceptance de cette chose qui est immonde. Comme on est aussi dans l'acceptance de ces guerres qui finalement devraient relever des cris. Ce silence est incroyable. Ce silence ou cette continuation de l'actualité d'une certaine manière. Et ça c'est ce que disait Glissant, justement. On rajoute du tragique au tragique, au tragique, au tragique, et on est en permanence dans cet apocalyptisme. Et comment finalement résister à ça? La force de la pensée Édouard glissantienne, au fond, c'est de nous prévenir le piège qui est devant nous, des deux côtés, du côté de nos adversaires, mais du côté de ceux qui se sentent victimes de tout cela. C'est le piège de la tribu. Édouard était du côté du déplacement. L'identité-relation, c'est l'idée qu'au fond, l'origine ne protège de rien. Que c'est la phrase qu'a citée Sylvie en disant « je change et changeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer pourtant », c'est l'idée qu'on ne se découvre soi-même qu'en découvrant l'autre, qu'en faisant mouvement, que déplacement est le synonyme de l'émancipation. Aujourd'hui, nous sommes pris en tenaille, une tenaille que résume Trump d'un côté et Poutine de l'autre. Trump, c'est cette violence du capitalisme financier, de cette vulgarité qu'incarne profondément Elon Musk, qui va avec la technophilie, la puissance de la technique, hein, les fusées, le numérique dans lequel nous sommes, y compris ce soir, cette idée de l'idéalisation de la puissance de la technique comme une toute-puissance individuelle qui oublie le collectif, qui oublie le commun. Et puis de l'autre, on a Poutine en garant de la tradition qui va essayer de fédérer le ressentiment que provoque tout cela. En disant, vous voyez bien que ce monde de l'Occident est une imposture, c'est le double standard. Les valeurs qu'il proclame, il les piétine. Elles ne sont pas universelles, évidemment, puisqu'ils sont égoïstes. Ils les défendent quand il s'agit de l'Ukraine, mais ils ne les défendent pas quand il s'agit de Gaza. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun chez soi. Et là, il retrouve d'ailleurs une partie de la vieille histoire idéologique de l'extrême droite dans son refus de la proclamation de l'égalité. Au fond, c'est chaque identité est un droit absolu. Ma nation, mon peuple, mon État. Et au fond, c'est une logique de l'équilibre de la puissance et de la logique de la puissance. Il n'y a plus d'universalisable. Nous n'allons rien construire en commun. Nous allons simplement faire des rapports de force cyniques, des accords plus ou moins mafieux, plus ou moins intéressés. C'est un langage que peuvent partager aussi bien les mollahs iraniens, les oligarques russes, M. Trump, M. Milley et une partie évidemment de nos droites extrêmes européennes, et je pourrais en citer bien d'autres, le suprémaciste hindouiste maudit en Inde et d'autres. Et donc, là où Édouard a une grande force. J'ai souvent dit que le siècle d'Édouard Glissant était devant nous. Édouard, c'est une trinité d'un tout petit bout de territoire qu'il faut rappeler, et c'est quand même exceptionnel, je ne sais pas trop comment l'expliquer, que ce territoire qui est le pays de mon enfance ait produit à la fois Césaire, la force du discours sur le colonialisme et du cahier d'un retour au pays natal, et produit les damnés de la terre, je parle évidemment de Frantz Fanon, et produit Édouard Glissant. Trois auteurs
qui ont pensé l'universalisable contre cet Occident qui prétendait être propriétaire de l'universel. Et Édouard Détroit est celui qui s'est projeté sur notre monde. On pourrait dire que le moment Césaire, c'est le moment où des indépendances, c'est derrière la négritude, c'est l'idée, voilà, comme il le dit dans le discours sur le colonialisme, et nous sommes au cœur de ce que produit, hélas, l'histoire israélienne, c'est qu'au bout du compte, quand on rentre dans une logique coloniale, au bout du bout, il y a Hitler, comme disait Césaire dans le discours sur le colonialisme. Donc c'est ce moment fondateur, avec présence africaine, que représente Césaire. Là-dessus, il y a le deuxième moment, qui est au fond le moment tiers-mondiste, le moment des échappés que représente, même s'il décède avant de voir la tragédie parfois des indépendances que représente Frantz Fanon, tous les trois ayant été au Congrès des écrivains noirs. Il faut rappeler ce bouillonnement qui fait toute cette histoire qu'une partie de notre monde oublie, alors que au fond, c'est cette histoire qui nous projette dans le monde d'aujourd'hui. Et là-dessus arrive le Benjamin, Édouard Glissant, qui au fond voit que les indépendances vont imiter les dominations, qu'elles vont imiter les logiques continentales, identitaires, verticales, qu'il faut penser autrement. Donc il va au-delà, au fond, de ses pères ou de ses frères que sont Fanon et que sont Césaire, et il nous met sous les yeux une façon de penser différemment, de penser l'archipel, de penser la relation. Mais je voudrais dire autre chose. Il nous met sous les yeux, et il faudrait peut-être ajouter un mot au lexique d'Édouard Glissant. Au fond, l'imaginaire d'Édouard Glissant est un imaginaire de la précaution, de l'attention. Quand il parle du tremblement du monde, il veut dire que le monde est fragile, que l'humanité n'est pas éternelle, qu'il faut faire attention. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, en brandissant ce que je crois être notre boussole, l'imaginaire de l'égalité naturelle, je pense que notre adversaire aujourd'hui, sous toutes sortes de visages, et ça unit toutes les causes, c'est ce que j'appelle l'illimitisme. Nous avons face à nous un monde qui pense qu'il est sans limite. Il est sans limite dans l'abus de pouvoir, il est sans limite dans l'accumulation de richesses, il est sans limite dans la domination sur les corps, et vraiment dans ce que représentent Trump et Musk, voire Poutine, on voit bien le backlash de ce que représente la révolution féministe actuelle face à ce masculinisme qui veut continuer à avoir sa prédation sur les corps, qui veut continuer à avoir cette emprise qui, comme nous le voyons dans tout ce qui est révélé, n'a pas de frontières sociales ni de milieu professionnel. Et puis l'illimitisme, c'est l'extractivisme, la destruction des richesses naturelles, l'appropriation du vivant. Et donc, je dis de manière très simple que cette petite intuition qu'il y a dans ce roman posthume d'Albert Camus, Le premier homme, où il prête à son père cette phrase « Un homme, ça s'empêche », eh bien, je pense que c'est un programme politique aujourd'hui. Nous avons besoin d'empêcher ces gens-là, d'empêcher ces gens qui se pensent sans limite et qui ont souvent le visage, de manière presque caricaturale, d'un pouvoir masculiniste, physique, autoritaire. Et qui semble être fascinant quand même aussi pour certains. Ouais. C'est très très juste que vous dites. Il y a quelque chose qui passe chez eux, et c'est là où les gauches ou le camp de l'émancipation a pris du retard, qui est de l'ordre de la culture populaire. Ils sont passés dans la culture populaire. Make America Again, avec les casquettes, avec y compris le fatum, le destin,
la tête qui tourne à 30 secondes, à 10 secondes, et du coup, la balle ne touche qu'une oreille. Et du coup, Trump a l'air du Christ qui brandit son poing, mais tout cela est devant nous. Et donc, nous avons devant nous aussi la question de retrouver un imaginaire qui soit populaire. Et là, Édouard a eu aussi une autre intuition qui, quand on rentre dans les questions, j'allais dire, politiques très concrètes, me paraît très pertinente. C'est cette phrase où il dit « Agis en ton lieu et pense avec le monde ». La politique traditionnelle… Ce qui est le centre de nos 24 heures. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La politique traditionnelle, elle cherche le raccourci étatique, le raccourci électoral, le raccourci de l'incarnation du leader, etc. Du coup, elle s'égare, surtout si elle est du côté de l'émancipation, elle est sur le terrain de l'adversaire. Elle ne construit pas la digue. La digue, comme le dit Édouard, c'est agir en ton lieu. Construire la digue, retrouver des solidarités, retrouver du commun, retrouver du partage, retrouver de la confiance, retrouver de la force, retrouver une dynamique qui nous permet d'affronter les vents mauvais. Et en même temps, avoir la conscience que toutes ces questions, comment se loger, comment se nourrir, comment se déplacer, comment se soigner, comment et ainsi de suite, hein, je pourrais multiplier toutes les proximités, comment toutes ces questions, pour bien les penser, il faut les penser avec le monde. Et il faut penser le monde en même temps que l'on pense ce qui, au plus près de nous, nous blesse, nous angoisse et nous inquiète. Et ça, c'est un changement de paradigme. Comment dire? L'échappée d'Édouard, c'est quelqu'un, et en ce sens, il était profondément libertaire et anti-autoritaire. C'est le refus du raccourci étatique. Bien sûr que parfois, il faut des médiations de pouvoir, mais le camp de l'émancipation se construit d'abord par le rapport de force qu'il crée dans la société. Et l'État n'est pas la société. L'État veut prendre la société. Et donc, nous devons retrouver ce chemin-là. C'est un long chemin, car il faut le dire très clairement, je faisais, pour un article que je prépare pour Mediapart, je revisitais depuis 20 ans les sursauts qui épousent ce que nous disons pendant ces 24 heures n'ont pas arrêté. Le mouvement des places, Occupy Wall Street, les révolutions arabes ou les printemps arabes, les indignados, Syriza, le Sénégal, il y en a marre. On pourrait multiplier dans le monde entier. Il n'y a jamais eu d'année sans un soulèvement. Donc la question qu'il faut nous poser, c'est que ces soulèvements ont été défaits, n'ont pas trouvé, à l'exception, je dirais un petit peu, il n'y a que 2 petites exceptions aujourd'hui, actuellement, dans le monde, c'est l'Uruguay, où la gauche vient de remporter l'élection présidentielle, le disciple de Mojica, là, et le Chili, avec néanmoins une défaite sur la Constitution. Mais pour le reste, y compris dans certains pouvoirs, quand je parlais de Poutine, hein, si je prends la débâcle de la France-Afrique… Peut-être qu'on peut rajouter la Colombie encore. La Colombie, très juste, très juste, très juste, où il y a un sursaut. Mais à l'inverse, il ne faut pas se tromper. On a les exemples terribles du Salvador et du Nicaragua. Le président du Salvador vient du front marabout, du front révolutionnaire au départ. Le président du Nicaragua était un dirigeant du front sandiniste. Donc, j'en reviens à l'idée que l'origine ne protège de rien. C'est un déplacement. Et je voulais, Edwy, te rapprocher dans ces 24 heures de Naomi Klein. Je ne sais pas si tu as lu son dernier livre. On a publié une interview. On vient de publier une interview d'elle formidable.
Oui, oui, tout à fait. Et moi, bon, il y a plusieurs moments qui m'ont beaucoup ému, mais cette explication qu'elle a mis en place de ce mouvement de solidarité des populations d'origine au Canada avec les camionneurs, etc., etc., et comment un an plus tard s'est construit un mouvement complètement contraire avec en partie les mêmes personnes. C'est à ce glissement aussi. Je Bien sûr. trouve que c'est quand même important qu'on se confronte à ce transfert qui est en train de se passer entre des positions de gauche et des Le- positions le- d'extrême droite. la force à l'échelle mondiale du livre de Naomi Klein, mais Dieu sait si je suis témoin et protagoniste de ces dérives en France depuis 20 ans, en tout cas pour les avoir dénoncées, c'est qu'elle montre, avec l'histoire de son double, hein, qui s'appelle Absolument. Ouais. Naomi, elle montre comment, quand je dis l'origine ne protège de rien, et c'est le propre des Absolument. périodes de transition, Ouais. c'est on voit des bascules. Alors c'est quoi ces bascules? Et elle le raconte bien. Ce sont très souvent des gens fous d'eux-mêmes, dans une logique individualiste. Elle le dit sur le Robert Kennedy Jr., qu'elle connaît très bien, celui qui est proposé comme ministre de la Santé La santé. de Trump, qui est un complotiste totalement illuminé, mais qui vient de la gauche, hein, qui vient de la gauche. Alors c'est quoi? Ces gens ne sont pas ancrés dans le collectif. Et là, on est au cœur aussi d'une vraie question, hein, pour nous. Nous sommes du côté des libertés individuelles, de l'invention personnelle. Mais je crois que à l'échelle collective, à l'échelle d'un peuple, à l'échelle du monde, quels que soient les génies et les lucidités, dans la pratique, on n'invente que collectivement. Et y compris le collectif, et ça j'ai pratiqué ça dans ma profession, c'est le collègue qui te tape sur l'épaule pour te dire attention. Et là, on voit bien que nous sommes dans un moment, alors en plus quand il y a des institutions très folles comme le présidentialisme, soit américain, soit français, et que veulent imiter, hein, toutes ces puissances veulent imiter, au fond, ce que Marx appelait le bonapartisme. Hein, ça s'appelle le bonapartisme, et Marx a eu bien raison de lui donner ce nom-là, car le nom de baptême moderne, c'est Bonaparte. Hein, c'est comment on sauve le principe monarchique en se juchant sur l'épaule d'une révolution. Et le bonapartisme, qui est au cœur du codéisme latino-américain, qui est au cœur de cette vision du leader Maximo, etc. Et on est au cœur de comment, dans des moments, ces gens dont parle Naomi Klein, il y a 60 ans, ils auraient été à l'extrême gauche. Ils auraient été du côté où les vents soufflent. Quand les vents sont contraires, on les voit évidemment passer de ce côté-là. Nous en avons beaucoup avec toutes sortes de figures bien médiocres et bien lamentables dans notre paysage intellectuel français qui, ces 20 dernières années, je l'ai raconté dans un livre, L'appel à la vigilance, ont fait la courte échelle à l'extrême droite. La courte échelle à l'extrême droite est venue de gens de gauche, issus de la gauche, qui ont commencé à dire, mais au fond, ce que l'extrême droite dit, c'est pas inintéressant, faut lui donner le droit de citer. Et à l'époque, quelques grandes figures comme Jean-Pierre Vernant, grand savant, grand historien, grand helléniste et grand résistant, se sont dressés pour dire on ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages. Mais on est obligé de constater que cette bataille, momentanément, nous l'avons perdue. Aujourd'hui, ces idées-là elles ont gagné, y compris avec la révolution digitale, le droit de s'exprimer comme une sauvagerie, je le disais tout à l'heure, de manière totalement libre et violente. Le droit de dire, la liberté de dire, y compris le pire, y compris l'abject, est face à nous. Et c'est là où on en revient aussi sur une question qui me tient à cœur et qui était, j'ai cité Benjamin tout à l'heure, et on pourrait retrouver ça chez Brecht et chez d'autres. Je pense que dans des moments comme ça, la politique, c'est aussi une esthétique. Il faut
se tenir un peu. Il faut faire face avec un peu de tenue. Il ne faut pas aller sur leur arène, il ne faut pas céder à leur virulence. Il faut leur laisser, j'allais dire dans un mot un peu familier, la dégueulasserie. Voilà, il faut. Et il faut la voir non pas dans une esthétique aristocratique, mais dans une esthétique populaire qui existe. Le peuple, ce n'est pas la vulgarité, c'est aussi savoir se tenir, savoir être ensemble. Et là, je pense qu'il y a C'est aussi là où Rosa Luxembourg rejoint Édouard Glissant, peut-être. Rosa Luxembourg, exactement. Tu es la bonne référence. J'ai parlé de Brecht, mais c'est Rosa pendant ses 4 ans de détention avec son herbier, avec, comme je l'ai dit dans un texte que j'ai écrit sur elle, dans ce monde dans ce monde qui ne marchait pas droit, cette femme qui boitait était la seule à marcher droit. Voilà. Je me permets quand même juste une chose, et là je cite ma fille qui, en regardant l'histoire des dernières, après la Deuxième Guerre mondiale, elle dit, j'ai toujours pensé que les alliances et les liens sont ce qui nous vont sauver. Mais si je regarde la géopolitique, je dois dire c'est les alliances qui nous tuent. Et c'est donc il faut choisir les liens que nous faisons parce qu'il y a aussi des liens qu'il faut voilà, il faut empêcher pour prendre tes mots parce qu'ils sont meurtriers ces liens. Et c'est des liens des super pouvoirs, c'est des liens de ceux qui ignorent la valeur de l'être humain en soi, sans en valeur, et Doudou Dienne, tout au début de cette 24 heures, a parlé de ce concept de la globalisation qui économise tout. Et avec cette économisation, prend toute valeur. Et tu as parlé de cette valeur. Et perd l'humanité. Et perd l'humanité. Ce que tu as dit aussi. Entre les liens et le relationnel glissonné et glissonné et la déconnexion des fausses liens, parce que c'est cette perversion que on trouve un pub de N77 de journaux suisses qui montre un portrait de Trump en disant ça c'est l'image de l'optimisme du futur et on n'a qu'une image d'un négationnisme du futur. Donc cette perversion d'idéaliser le vulgaire, le désolidaire et fêter les faux liens, ça m'emporte beaucoup, mais c'est rapidement. Ta fille, j'ai compris, il nous reste quelques minutes. Ta fille parle d'or et ce journal que tu cites, NZZ, j'ai vu de quel bois il se chauffait. Il a essayé de me piéger dans une interview où j'ai vu que ces gens étaient profondément obsédés par l'islam, les Arabes, les musulmans. Ils sont dans une guerre de civilisation. Alors, le mot d'optimisme, c'est que si ces gens ont peur du monde, ont peur des autres, et en les diabolisant et en ne les connaissant pas, c'est qu'en fait, ils ont peur d'eux-mêmes. Et en fait, c'est un monde fini. C'est un monde qui va à la catastrophe et qui finira. Simplement, comme il ne veut pas mourir, c'est la phrase, vous connaissez, hein, de Gramsci, hein, la crise, c'est entre un monde qui meurt, mais qui ne veut pas mourir, et un nouveau monde qui tarde à naître, et dans cet entre-deux surgissent les monstres. On est dans ce moment-là. Mais les monstres qui surgissent, ce sont des monstres d'un monde qui va mourir. Simplement, entre-temps, ils vont faire beaucoup de dégâts. Ils vont faire beaucoup de dégâts. Nous, notre responsabilité, et d'où la force de cette initiative que vous faites avec les armes de la mondialisation digitale, c'est de sauver.
C'est la dernière phrase d'un poème de Mahmoud Darwish, pense aux autres. Quand tu rentres chez toi, quand tu rentres à ta maison, dis-toi, que ne suis-je une lumière dans le noir? Et quelqu'un m'a fait comprendre le sens de cette conclusion de ce poème. Ça veut dire que de la conscience que la nuit arrive, tu deviens une lumière. De la conscience de la catastrophe, tu deviens une lumière et tu peux avancer. Doudou Dienne, comme son complice Souleymane Bachir Diane, nous disent je le crois vraiment, l'essentiel. L'essentiel, et en fait, c'est qu'à ce mot de lien que tu as cité, il nous faut opposer ce mot de relation. Le lien, c'est la domination. Je te lie, je te prends, je te bloque, je t'enferme. La relation, c'est voilà, c'est un travail qui fait que je t'approche, que je touche, que j'ai des précautions. Et c'est cet imaginaire de la relation qui doit rompre les liens de la domination. Alors, les liens de la domination, et c'est là la tragédie que notre continent a sous les yeux, car nous avons projeté sur le dos d'un peuple comme un manteau de poussière notre crime. C'est notre continent qui a commis le crime contre les Juifs d'Europe, le crime de génocide. Et nous l'avons jeté sur les dos d'un peuple, le peuple de Palestine, qui n'y est pour rien. Et du coup, nous avons mis un poison dans le monde. Nous avons essayé de nous débarrasser de notre crime en laissant se commettre une injustice. Et du coup, qu'est-ce que fait cette injustice aujourd'hui? Elle fait renaître ce qui a été au cœur de la catastrophe européenne. Et là, on en revient au point de départ de l'œuvre d'Édouard Glissant, de Frantz Fanon, d'Aimé Césaire et de tant d'autres. La colonisation. Le lien entre crime initial, le lien entre Holocauste et colonisation. Le crime. Le nazisme était un colonialisme et un impérialisme. L'Allemagne était privée de son domaine impérial depuis 1918 et elle a projeté le colonialisme sur l'Europe avec la hiérarchie, pas seulement l'antisémitisme, mais les Slaves devaient être mis en esclavage, etc. Et donc, nous avons projeté cela encore sur le monde. Cette idée de la hiérarchie, cette idée de l'apartheid. Car avant le génocide, il y a la séparation. Le génocide, il y a 36 façons de faire un génocide. Il y a des chambres à gaz, il y a des bombes, il y a des machettes, il y a tout ce que vous voulez comme technique. Mais le point de départ de l'idéologie qui rend possible le génocide, c'est l'apartheid, c'est la séparation. C'est l'idée qu'on ne peut plus être en relation, qu'on ne peut plus être ensemble, qu'on ne peut plus se côtoyer, se mélanger et s'inventer dans ce que Édouard appelait la créolisation, qui n'est pas le métissage, qui est une réalité autrement politique et autrement plus forte. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Nous devons sauver cela et nous devons dire en même temps aux politiques, car quand même il y a des urgences, qu'il faut d'abord construire la digue avant de chercher le raccourci, ce que je disais tout à l'heure, du succès personnel, de la victoire électorale. Il nous faut d'abord construire cette digue très concrète. Et le politique avec un grand P et pas avec un petit. Oui, et avec un imaginaire populaire, un imaginaire... parce que les forces que nous avons en face ont un imaginaire populaire. C'est un imaginaire de repli, c'est un imaginaire tout ce que vous voulez, mais c'est un imaginaire populaire. Et donc, il faut acter qu'actuellement, les forces politiques de gauche, en tout cas sur notre continent, ne sont pas porteuses d'un imaginaire populaire. Elles ont de très bonnes idées, de très bonnes propositions, mais l'imaginaire, c'est autre chose. C'est quelque chose qui m'élève, qui me relève, qui m'enthousiasme. Et ce n'est pas simplement le discours d'un tribun, c'est quelque chose d'autre. Et c'est là où il nous faut retrouver cette dimension-là et une initiative comme celle qu'ont fait
pendant ces 24 heures. Et courage à vous, car les 24 heures ne sont pas terminées. Et Mais grand merci, Eddy. J'aurais encore beaucoup de questions et je crois que j'aimerais beaucoup continuer ce dialogue. On le fera dans d'autres cadres. Avec grand plaisir et toujours à disposition. C'est gentil. Un très grand merci. On fait un pas risquant parce qu'on va thématiser maintenant la globalisation et intelligence artificielle et transformation digitale. Avec Marie-Josée avec un projet de Marie-Josée Monza qui est incroyable. Et ça vaut le coup encore d'attendre 20 minutes avant de se coucher. Aujourd'hui, notre ennemi le plus puissant s'appelle Elon Musk. Hein. Oui, bien sûr. On est d'accord et c'est intéressant parce que Marie-Josée Monza qui va maintenant venir avec un interview, on a fait avec elle préenregistré, mais sur un dialogue elle fait avec ChatGPT. En testant la capacité de la machine à devenir philosophe. Ah, formidable. Interroger et d'être à la hauteur, d'être en face de cette machine et pas se soumettre, mais